Mon tour de prendre la parole, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, l'année qui vient de s'achever a été marquée par votre élection à la magistrature suprême, au suffrage universel à la majorité absolue, et l'élection des députés qui composent aujourd'hui la 15e législature du Sénégal. L'audience solennelle de la rentrée judiciaire, qui permet d'évoquer le bilan et les perspectives des juridictions, porte l'empreinte de ces événements qui traduisent le travail acharné d'hommes et de femmes de l'administration, notamment judiciaire, pour le bon déroulement du processus électoral. Permettez-moi de me réjouir en premier de cette victoire de la démocratie sénégalaise. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce de bien accomplir votre mission et de laisser une empreinte impérissable dans la mémoire de l'État sénégalais. Je voudrais également vous réitérer ma profonde gratitude pour m'avoir nommé premier président de la Cour suprême sur la proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Je mesure avec une pleine responsabilité le sens et la portée de cette confiance. Puisse Dieu nous faciliter cette lourde mais exaltante mission. Monsieur le Président de la République, ces élections, sans aucun doute, plus que celles qui l'ont précédée, ont mis à rude épreuve l'institution judiciaire. C'est certainement la raison pour laquelle, dès votre accession à la magistrature suprême, vous avez répondu à une forte demande sociale en convoquant les assises nationales sur la justice sénégalaise. Elles ont été un grand moment pour les citoyens, dans leur diversité, d'apprécier le fonctionnement de l'institution judiciaire. La haute hiérarchie judiciaire y a été appelée in extremis, mais pas pour y jouer un rôle de premier plan. À juste titre, peut-être. Il faudrait néanmoins admettre que certaines imperfections ne peuvent être perçues qu'à l'intérieur du système judiciaire par les hommes du métier. La haute hiérarchie aurait pu avouer à ses assises son impuissance lors des périodes troubles à pallier les dysfonctionnements qui peuvent affecter fortement la marche régulière de la justice, son impuissance à redresser la barre. Nous pouvons en juger par les réalités des textes d'hier comme d'aujourd'hui, aujourd'hui étant à son lever de soleil. La hiérarchie judiciaire n'a en effet aucun pouvoir juridique de proposition de nomination aux emplois judiciaires établi par le statut spécial des magistrats. Elle ne peut, en matière pénale, poursuivre un magistrat sans y être autorisé par le ministre de la Justice. Enfin, la saisine du Conseil de discipline des magistrats appartient exclusivement au ministre de la Justice. Il s'avère ainsi qu'aucun levier important, ni aucune initiative permettant de mettre fin à un dysfonctionnement du système judiciaire n'est confié au pouvoir judiciaire, aux magistrats. Dans ces conditions, en cas de difficulté majeure, les regards doivent se tourner vers le ou les maîtres du jeu pour situer les responsabilités. En tout état de cause, une fois nommé, le magistrat ne doit obéir qu'à la loi et à sa conscience, en conformité avec les termes de son serment. La formule de la prestation de serment contient toutes les dispositions nécessaires pour que le juge, qui est le gardien de la loi, soit également gardé par celle-ci. Il me semble donc peut-être vain de s'interroger sur la question de savoir si, d'un point de vue culturel, il ne serait pas plus judicieux de conférer au serment du magistrat un caractère religieux en l'exprimant dans les formes requises par nos religions pour créer ainsi un impact plus important sur sa conscience.
Cette réflexion cache peut-être l'idée plus globale que le fonctionnement de l'institution judiciaire devrait s'inscrire dans nos valeurs sociétales pour permettre au peuple sénégalais, au nom duquel le magistrat rend ses décisions, de mieux se reconnaître dans son juge. Montesquieu nous enseigne, dans son ouvrage emblématique de l'esprit des lois, bien connu des juristes, que, je cite, « Les lois doivent être tellement propres au peuple pour lesquels elles sont faites que c'est un grand hasard si celle d'une nation peut venir à une autre. » Fin de citation. Dès lors, sur le fond du droit que nous appliquons dans ces différentes matières, ne faudrait-il pas s'inspirer des propos du président Senghor qui aimait dire qu'il faut penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes? Que penser alors du droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique, du droit des affaires qui découle des actes uniformes pris par le Conseil des ministres des États membres? Nos parlements n'interviennent pas pour autoriser leur ratification, ce droit n'en ayant pas besoin. C'est une originalité parce que, selon l'article 9 du traité OHADA, le texte adopté par le Conseil des ministres entre en vigueur 90 jours après sa publication au journal officiel de l'OHADA. Il me semble nécessaire de faire le bilan de ce droit au regard des promesses d'attractivité qui ont justifié la création de cet espace. Les assises de la justice n'ont pas également abordé la question du protocole au niveau de l'État pour mieux situer la représentation du pouvoir judiciaire. Si celui-ci n'y est pas absent, comme l'est l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'adoption des actes uniformes, jusqu'à récemment, il n'était pas cependant visible à raison du rang qu'il occupait sur ce plan, en total déphasage avec sa qualité de troisième pouvoir. La suppression récente de deux institutions consultatives a ramené le pouvoir judiciaire à une meilleure position, même si, de notre point de vue, la déclinaison de l'article 6 de la Constitution sur le plan protocolaire pourrait être mieux aménagée. Pour conclure sur ce point, nous voudrions insister sur la nécessité de la sauvegarde du patrimoine immobilier relevant naguère du pouvoir judiciaire. Ces immeubles, de Saint-Louis à Dakar, mais également pouvant être situés ailleurs, font partie des sites qui racontent un pan de l'histoire du Sénégal, quasiment depuis la naissance de notre pays. Il s'agit d'une mémoire à conserver absolument par le retour de ces sites à leur destination initiale. La rénovation et la modernisation de la justice doivent avoir pour socle l'histoire de notre pays. Le pouvoir judiciaire souhaiterait retrouver tout son patrimoine immobilier, déjà très insuffisant pour accueillir l'ensemble de ses services, et rendre à autrui ce qui lui appartient. Il nous plaît de rappeler également qu'il est nécessaire de procéder à la relecture de plusieurs de nos textes afin de leur procurer une meilleure cohérence. À en juger par les nombreuses demandes d'avis au Conseil constitutionnel depuis l'année 2016 pour la précision de la pensée du pouvoir constituant et du législateur électoral, ainsi que les efforts d'interprétation du juge judiciaire pour donner un sens à certains textes, on est en droit de se demander si nos lois sont bien pensées et si elles ont été énoncées clairement. Il revient certes au juge d'interpréter la loi. Il importe cependant, notamment dans certaines matières qui, comme le droit électoral et le droit pénal, cristallisent l'attention des populations sur la justice, lorsqu'elles impliquent des questions ou des personnalités politiques, que la loi soit suffisamment claire, tout au moins dans son esprit. Il faut pour cela plutôt avoir une approche systémique et éviter les modifications partielles, voire parcellaires, qui n'ont d'autre effet que de rendre nos textes nébuleux, voire contradictoires. Ces points soulevés constituent un des volets sur lesquels la doctrine est plutôt attendue.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est avec un immense honneur que je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la tête de cette noble institution. Votre accession à cette haute fonction témoigne non seulement de la confiance placée en vous par vos pairs, mais également de votre engagement indéfectible à notre République et à ses institutions démocratiques. La mission qui vous attend est exigeante et cruciale pour le renforcement de l'état de droit, l'équilibre des pouvoirs et la représentation des aspirations du peuple sénégalais. Je suis convaincu que votre leadership éclairé permettra à l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle dans le respect des principes républicains. Monsieur le Premier ministre, c'est avec une grande considération que je tiens à vous adresser, au nom de toute la compagnie judiciaire, mes chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête du gouvernement. Votre accession à cette haute fonction témoigne de la confiance de Monsieur le Président de la République à votre endroit et de l'espoir que la nation toute entière place en vos compétences, votre expérience et votre engagement au service de la République. Je suis convaincu que vos qualités de leader, votre vision et votre dévouement contribueront à relever les défis de notre époque et à promouvoir le développement, la justice, le progrès social et l'équité pour le bien-être de tous nos concitoyens. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Chers collègues, votre nomination à la tête du ministère de la Justice était un sursaut nécessaire dont l'institution judiciaire avait besoin pour reprendre ses marques. Votre connaissance de l'administration judiciaire et vos compétences professionnelles ont certainement justifié le choix porté sur votre personne. Nous nous en félicitons et vous assurons de nos prières et de notre soutien dans l'exercice de vos fonctions. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à cette prestigieuse fonction. Vous êtes un juriste chevronné, d'une grande générosité intellectuelle, un magistrat rigoureux, loyal, intègre et respecté. Vos qualités seront un atout pour l'exercice des responsabilités éminentes qui vous sont confiées. Nous prions Dieu qu'il vous assiste dans cette noble mission. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la Cour, Monsieur le Président de la Cour suprême du Bénin, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême du Bénin, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les recteurs, doyens et professeurs d'université, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Pour la première audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux qu'il nous fait l'honneur de présider, perpétuant ainsi une tradition, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, nous a invités à réfléchir sur un thème qui nous interpelle par son acuité et son actualité. Droit de grève et préservation de l'ordre public. Ce choix nous laisse entrevoir l'intérêt qu'il porte à la protection des droits fondamentaux. Mon collègue, le juge Latirnian, conseiller délégué à la Cour suprême, en a largement fait le tour et je suis tenté, après l'avoir félicité pour la qualité de son travail, de dire, à l'instar du poète que, je cite,
Tout a été dit et l'on vient trop tard. Fin de citation. Aussi vais-je aborder cette question aussi essentielle que complexe, en contenant spatialement et historiquement mon analyse au Sénégal. La grève, cessation collective et concertée du travail, en vue d'appuyer des revendications professionnelles, est un droit à valeur constitutionnelle reconnu par l'article 25 de notre Constitution, cité à plusieurs reprises. Acquis des luttes ouvrières suite à l'abolition de l'esclavage, le droit de grève au Sénégal a d'abord été porté par les cheminots et les enseignants qui ont entamé des mouvements sociaux dits de grève générale entre 1945 et 1948 en s'appropriant le bénéfice des droits syndicaux résiduels accordés aux travailleurs des 4 communes autour des années 1920. Cependant, le droit de grève a été immédiatement encadré. D'abord, pour éviter des révoltes dans les colonies de l'AEF, puis aux indépendances, pour préserver l'ordre public et garantir la continuité des services publics. Érigé en droit humain fondamental, le droit de grève se heurte à une limite naturelle, la préservation de la tranquillité, de la dignité de la personne humaine, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Dans sa décision numéro 2C 2013, du 18 juillet 2013, le Conseil constitutionnel, répondant à une exception d'inconstitutionnalité soulevée contre l'article 8 de la loi relative au statut des douanes, rappelait en effet que le droit de grève ne pouvait avoir une portée absolue. Il a, je cite, des limites résultant de la nécessaire conciliation entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la préservation de l'intérêt général auquel la grève peut porter atteinte. Que sa garantie constitutionnelle n'empêche pas de soumettre des restrictions légales à l'exercice de ce droit. Fin de citation. Un rappel succinct des éléments constitutifs du droit de grève permet de relever qu'il doit nécessairement s'accommoder de la préservation de l'ordre public. Ce droit procède en effet de 13 éléments, dont le premier est la cessation du travail, qui peut être un droit individuel reconnu aux travailleurs ou un droit collectif des travailleurs. Dans les deux cas, un travailleur participant à une grève ne pourra bénéficier de la protection de la loi que si le mouvement est déclenché dans le respect de la réglementation. Sur ce point, le tribunal du travail hors classe de Dakar, dans un jugement numéro 319-2021 du 31 mars 2021, a estimé à bon droit que le licenciement de travailleurs faisant suite à une grève non autorisée est légitime. Le second élément tient au fait que la cessation d'activité doit être accompagnée ou précédée de la présentation à l'employeur de revendications ayant un caractère professionnel. Cela écarte donc les menaces, les revendications fantaisistes et impose aux travailleurs exerçant son droit de grève de ne porter que des réclamations visant à obtenir l'application d'un droit ou son respect. Cela suppose aussi que le fonctionnaire qui exerce son droit relève d'un statut qui reconnaisse l'exercice de ce droit. La Cour suprême, dans sa décision numéro 61 du 12 décembre 2013, a ainsi rejeté le recours en annulation d'une sanction disciplinaire inscrite dans le dossier d'un fonctionnaire en se fondant sur le fait que son statut lui interdit la participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale. Le troisième élément constitutif du droit de grève est la préservation de l'administration ou de l'unité de production. En effet, la grève ne doit pas entraîner une désorganisation. Dès lors, le traitement des revendications portées par les travailleurs
ne doit pas avoir pour seul objet de paralyser totalement l'administration ou l'entreprise. Cela justifie l'interdiction par l'article L274 du Code du travail du lock-out, qui est une action de l'employeur consistant, en cas de grève, à fermer temporairement les locaux de l'entreprise ou à en interdire tout accès. L'exercice du droit de grève fait donc l'objet d'une conciliation nécessaire entre les droits de la communauté et ceux des employeurs et des travailleurs. Ainsi, lorsque le mouvement de grève a un impact considérable sur l'ordre public, ce qui est le cas lorsqu'il entraîne une paralysie totale ou quasi totale d'un secteur d'activité, il est de nature à justifier des mesures visant à l'encadrer pour préserver les services considérés comme essentiels. À cet effet, le droit de grève est strictement interdit à certaines professions. Il s'agit essentiellement des services d'hygiène, des forces armées, de la police, des douanes, de la magistrature, des eaux et forêts, entre autres. Dans sa décision numéro 2C 2013 du 18 juillet 2013, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que, je cite, « Le personnel des douanes, corps paramilitaire, assure une mission de service public qui ne peut s'accompagner d'interruptions volontaires de nature à mettre à péril le fonctionnement de l'État. Que l'intérêt général est donc à même de justifier l'interdiction par le législateur du droit de grève et du droit syndical au personnel des douanes. » Fin de citation. La limitation du droit de grève pour cette catégorie de personnel se justifie par l'impératif de maintenir un ordre public économique. De même, dans la décision numéro 2C 2017 du 9 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que l'interdiction aux magistrats d'exercer le droit de grève vise à garantir le respect de l'obligation de neutralité et d'impartialité du magistrat et n'est donc pas contraire à la Constitution. Pour ces agents de l'État, le respect de la dignité et des droits des personnes détenues ou faisant l'objet de poursuites suffit également à admettre une limitation du droit de grève. Par ailleurs, pour les travailleurs à qui le droit de grève est reconnu, l'autorité peut prendre des mesures pour assurer la continuité du service public. En conséquence, un service minimum de nature à garantir que la vie, la santé et la sécurité personnelle de la population soient protégées comme il convient, leur est exigé. Cela consiste à définir les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre de plans adaptés. À défaut ou en plus d'un service minimum, l'importance particulière d'une branche d'activité et l'exercice de menaces certaines ou même éventuelles sur l'ordre public peuvent justifier la prise de mesures de réquisition. Cette option doit cependant être imposée par l'urgence et proportionnée aux nécessités de l'ordre public. En effet, la réquisition ne doit pas être générale. Pour éviter que l'administration abuse de cette mesure, au point de remettre en cause le droit constitutionnel de grève, le juge doit veiller à ce que la réquisition ne soit pas excessive. C'est à cet effet que la Cour suprême, dans l'arrêt numéro 38 du 23 mai 2023, a annulé les arrêtés des gouverneurs des régions de Louga, Thiès, Kaolack, Ziguinchor et des préfets des départements de Dakar, Saint-Louis et Guédiawaye portant réquisition des agents qui n'occupent pas des postes emploi ou fonctions visés par les textes sur les réquisitions. L'impératif de préserver l'ordre public justifie également les sanctions prévues à l'article L279 du Code du travail, notamment l'amende, l'emprisonnement,
et les licenciements contre le travail requis n'ayant pas déféré à cette réquisition. Il faut enfin souligner que ces mesures prévues dans la législation sénégalaise s'accordent avec les dispositions de l'Organisation internationale du travail, OIT. En effet, la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT considère que le droit de grève doit être essentiellement régi par les législations et les réglementations nationales et que ces restrictions requièrent une justification spéciale qui doit être interprétée de manière limitative. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour conclure, nous soulignons avec le juriste et philosophe René Suppiot que, je cite, « Le droit de grève est une conquête démocratique, mais il ne peut ignorer les exigences des solidarités collectives qu'il entend défendre. » Fin de citation. C'est ce que réitérait le rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, M. René Cassin, en affirmant que, je cite, « L'exercice du droit de grève, comme toute liberté, doit être subordonné à l'ordre public et au bien commun. » Fin de citation. Le défi de la préservation de cet équilibre réside donc, pour le législateur, dans la faculté d'assurer dans les textes la conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice de ce droit garanti par la Constitution. Et pour le pouvoir judiciaire, celle de surveiller la mise en œuvre de cette conciliation à travers une interprétation quotidienne et un contrôle de la proportionnalité des mesures. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, comme il est de tradition, j'adresse au seuil de nouvel an mes vœux de santé, de bonheur, de réussite et de paix à vous et à toute la nation sénégalaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature,